Lucie Bonhomme, Oui, bonjour. voilà, c'est à vous. Très bien. Alors effectivement, je viens vous parler aujourd'hui des 30 ans de l'Institut polaire français, puisque il y a 30 ans, donc en janvier 1992, est signée la création d'un institut, un nouvel institut qui est appelé à l'époque Institut français pour la recherche et la technologie polaire. Alors, à cet institut sont confiées les missions qui étaient jusqu'alors celles des expéditions polaires françaises de Paul-Émile Victor et celles de la mission de recherche des terres australes et antarctiques françaises. 10 ans plus tard, en 2002, le groupement d'intérêt public est prolongé. Sa convention constitutive est à nouveau signée, mais cette fois-ci sous le nom d'Institut polaire français Paul-Émile Victor, un nom qu'il porte toujours aujourd'hui. Alors aujourd'hui, justement, sous l'égide de corps d'État, donc les ministères chargés des Affaires étrangères, le ministère chargé de la Recherche, les terres australes et antarctiques françaises et des principaux acteurs de la recherche française, le CNRS, le CNES, l'IFREMER, le CEA et Météo France, l'Institut polaire a toujours ce rôle d'être l'agence nationale de moyens et de compétences chargée de la mission de service public de mise en œuvre des recherches dans les régions de haute latitude. Les régions de haute latitude, effectivement, ces régions où les conditions de vie et les conditions d'accès sont difficiles et qui rendent donc nécessaires des compétences et des connaissances particulières pour y déployer une recherche scientifique de qualité. Alors en pratique, ce rôle d'agence de moyens et de compétences, il se traduit par différentes missions que voici. Alors la première est bien entendu la sélection, la coordination et la mise en œuvre de projets scientifiques, dont certains sont des projets observatoires, donc des projets qui ont vocation à être poursuivis sur de longues périodes de temps. Pour mettre en œuvre ces projets scientifiques, il nous faut bien entendu entretenir des stations de recherche, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, y acheminer des vivres, du matériel et du personnel sur ces différents terrains où nous travaillons, développer de nouvelles technologies et fournir le matériel nécessaire pour la vie en milieu polaire. Le développement de nouvelles technologies, c'est d'autant plus vrai en ces périodes. On a beaucoup parlé de réchauffement climatique et c'est aussi des conditions qui font qu'on doit trouver de nouvelles solutions pour des problèmes qui s'offrent à nous aujourd'hui. L'Institut polaire français s'occupe également de recruter du personnel, à la fois pour la maintenance des stations de recherche et pour la poursuite des études scientifiques lorsque les chercheurs avec lesquels nous travaillons quittent le terrain. Et nous assurons la formation et la sécurité de tous. Enfin, l'Institut a une mission de diffusion de l'information scientifique et de participation à la concertation scientifique et logistique internationale, ce qui fait que l'Institut est représenté dans de nombreuses instances internationales liées aux communautés scientifiques et à la logistique en milieu polaire. Alors, en pratique, pour ce faire, l'Institut s'appuie sur une cinquantaine de personnes à son siège à Brest et chaque année, plus de 200 personnes sur les différents terrains où il œuvre. Ce qui nous permet chaque année de soutenir environ 90 projets, d'emmener sur nos terrains de jeu plus de 300 scientifiques et d'acheminer pour cela 450 tonnes de matériel chaque année. Alors, les stations françaises sont installées selon un intéressant gradient, puisque toutes sensiblement sur la même longitude, de l'extrême nord en Arctique à l'extrême sud en Antarctique. Alors, si on commence par l'hémisphère nord, en Arctique, l'Institut soutient financièrement des projets sur tout le pourtour de l'océan Arctique, dans les régions russes, canadiennes, au Groenland, et puis en Norvège, en Suède, en Islande également. Mais nous travaillons particulièrement dans l'archipel de Svalbard. Alors l'archipel du Svalbard, c'est un territoire norvégien. Sa souveraineté a été confiée à la Norvège en 1920, à la suite de la Première Guerre mondiale, sous réserve qu'il devienne un territoire norvégien, mais où il serait autorisé l'installation de bases étrangères à vocation scientifique.
On voit l'exécution de ce traité, tout particulièrement dans le village de Ny-à-l'Essound que voici, qui est donc un village scientifique où sont installées les stations d'une dizaine de nations différentes. Alors, la station Avipev est une station franco-allemande que l'Institut polaire opère en partenariat avec l'Institut Alfred Wegener et qui peut accueillir environ 18 personnes dans ses locaux. À quelques distances du village de Ny-à-l'Essound, on trouve également la station Jean Corbel, qui est une de petites installations intégrées à Ny-à-l'Essound et qui, elles, peuvent accueillir 8 personnes. Alors, la station Jean Corbel, elle est particulièrement intéressante pour les études qui souhaitent qui se doivent d'être menées à distance de toute pollution d'origine anthropique, puisque le village de Ny-à-l'Essound est lui-même déjà relativement isolé, mais Corbel est installé à 5 km de ce village-là, et surtout, c'est une station qui est autonome en énergie propre, donc à distance de toute pollution d'origine anthropique. La station Jean Corbel, c'est la première station française au Svalbard. Elle a été installée en 1963 et rénovée, bien entendu, à de nombreuses reprises depuis. Alors, si on se dirige cette fois-ci vers l'hémisphère sud, et en particulier vers la frontière entre l'océan Indien et l'océan Austral, on arrive dans la seconde région où l'Institut polaire français peut emmener des scientifiques pour travailler. Et donc, dans ces îles et groupements d'îles qu'on appelle les îles subantarctiques françaises. Alors, je le disais, ces 3 îles et groupements d'îles, ces 3 districts qui sont situés à la frontière entre l'océan Indien et l'océan Austral. Elles font partie des TAF, des terres australes et antarctiques françaises, et sont donc administrées par les TAF, qui assurent également dans ces îles-là la gestion fonctionnelle des stations. L'Institut polaire, lui, est chargé de la mise en œuvre des projets scientifiques, c'est-à-dire de la maintenance des laboratoires sur place, de la gestion des équipements scientifiques et de la construction et du ravitaillement de refuges qui permettent aux scientifiques qui le souhaitent de rejoindre des sites isolés dans ces îles et archipels pour mener leurs études, qui sur tel lac, qui sur telle espèce d'oiseau, etc. Alors, on accède à ces îles à bord du Marion Dufresne, un navire qui est donc affrété par les TAF pour le ravitaillement de ces territoires, et puis qui, pour le reste de ses activités de l'année, est un navire océanographique qui fait donc partie de la flotte océanographique française. Et donc, à 4 reprises dans l'année, le Marion Dufresne quitte la Réunion en direction dans un premier temps de l'archipel de Crozet, puis il rejoint celui de Kerguelen et enfin l'île d'Amsterdam. Alors, si on suit justement le parcours de ce navire, commençons donc par rejoindre l'archipel de Crozet. Alors, cet archipel, il est composé de 5 îles, 3 îles à l'ouest de l'archipel et 2 îles à l'est. Et il a été découvert, ou du moins l'île de la Possession a été découverte en 1772. L'île de la Possession, c'est une des 2 îles orientales de l'archipel. Et c'est sur cette île qu'a été installée la base Alfred Fort, donc la base scientifique du district de Crozet. Une base qui a été construite en 1964 et qui aujourd'hui peut accueillir une 60aine de personnes en été et est maintenue pendant l'hiver par une quinzaine d'hivernants. Alors, on le voit sur la photo, une des principaux intérêts particuliers de cet archipel. Alors, des îles subantarctiques de manière générale, c'est la biodiversité, puisqu'on trouve des populations animales et végétales assez extraordinaires et endémiques de ces îles-là.
C'est particulièrement vrai pour l'archipel de Crozet, qui est l'archipel qui accueille la plus grande population d'oiseaux au monde, albatros, manchots. C'est d'ailleurs une manchotière qu'on voit sur la photo que vous avez sur les yeux. Alors, les huttes subantarctiques, on va le voir, on, on a tendance à dire que les régions polaires sont caractérisées par des climats extrêmes et on pense tout de suite aux températures très froides de l'Arctique et de l'Antarctique. C'est un peu moins vrai pour les îles subantarctiques, mais on va le voir, la rudesse du climat n'est pas forcément uniquement corrélée à la température. Et en l'occurrence, à Creuset, c'est l'humidité qui règne et qui rend le travail difficile. C'est un archipel où on constate plus de 300 jours de pluie par an, pour un total de plus de 2500 millimètres de précipitations, ce qui rend parfois le travail malaisé. Alors, en quittant l'archipel de Crozet, on l'a vu sur la carte, le Marion Dufresne rejoint celui de Kerguelen. Alors, Kerguelen, à la différence de Crozet, c'est un archipel qui est beaucoup plus ramassé, puisqu'il est composé d'une île principale, la Grande Terre, autour de laquelle gravitent, mais de manière très proche, 300 îles et îlots, pour un territoire total qui est à peu près comparable à celui de la Corse. On comprend mieux alors l'importance de ces refuges, de ces cabanes qui sont installées à peu près sur tout le pourtour de l'archipel. À nouveau, Kerguelen a été découverte en 1772. La base scientifique, elle, qui se nomme Port-au-Français, a été construite en 1950. Alors aujourd'hui, elle accueille une centaine de personnes en été. Elle est maintenue par 25 hivernants. Kerguelen, c'est un territoire qui a été profondément marqué par des tentatives d'exploitation économique. Alors, soit des ressources naturelles de l'archipel, c'est le cas par exemple, on y trouve les vestiges d'une usine d'exploitation de la graisse de phoque, soit par des introductions d'espèces à des fins d'élevage. Ça a été notamment le cas à Kerguelen pour des élevages de moutons. Ce sont des activités économiques qui n'ont pas été pérennes, hein. Il subsiste maintenant plus que les activités scientifiques. Effectivement, c'était des activités qui étaient assez peu viables, hein. À Kerguelen, on se trouve en plein dans les 50e hurlants. C'est bien illustré par les chiffres que vous avez ici, puisqu'on a là-bas 35 km/h de vent constamment et des pointes très régulières à plus de 150 km/h. Alors finissons cette rotation du Marion Dufresne par les îles où finalement le climat est le plus doux, en l'occurrence Amsterdam et Saint-Paul. Alors Amsterdam et Saint-Paul, ce sont deux îles qui sont distantes d'à peu près 85 km, qui sont plus hautes que les autres dans les latitudes, d'où un climat plus doux, et qui ont été découvertes bien plus tôt que les précédentes au XVIe siècle, elles. Alors à nouveau, elles ont été le siège de tentatives d'exploitation économique, à nouveau de l'élevage, alors bovin pour Amsterdam et Saint-Paul, et puis lié aussi aux ressources maritimes, puisqu'on y a installé des pêcheries et des conserveries, notamment pour la langouste. Alors la base Martin de Viviès, qui date de 1950, est installée sur l'île d'Amsterdam. En effet, Saint-Paul est une réserve naturelle stricte, donc l'accès y est totalement interdit, sauf à de rares missions scientifiques qui ont justement pour objectif l'inventaire de la faune et de la flore locale. Alors ces territoires-là ont été, je le disais, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et ce sont des territoires où la biodiversité est protégée, notamment par la réserve naturelle qui dépend des terres australes et antarctiques françaises. Alors, fait également partie de l'administration des terres australes et antarctiques françaises, un territoire qui se situe, lui, cette fois-ci bien plus au sud, en Antarctique. Alors, Antarctique, c'est ce continent le plus froid du monde, qui est régi par le traité sur l'Antarctique signé en 1959 et protégé depuis par de nombreux autres traités et contrats, en particulier le protocole de Madrid,
relatifs à la protection de l'environnement, ce qui fait de ce continent un cas assez exceptionnel de réserve naturelle dédiée à la paix et à la recherche scientifique. En Antarctique, on trouve une cinquantaine de stations d'une quarantaine de nations différentes, et deux d'entre elles, deux des stations, sont des stations françaises, constituées sur la carte ici. Alors, la première de ces stations, c'est la station du Mont d'Urville. On parlait ce matin de la revendication de la France de la Terre Adélie, avec notamment ce planté de drapeau du Mont d'Urville. Alors, la station, elle est plus récente, hein. Elle a été construite donc, dans l'archipel de Pointe-Géologie en 1956, à l'occasion de l'année géophysique internationale. Et elle fait suite, en fait, à la première station française en Antarctique qui s'appelait Port-Martin, qui était une station construite en 1950 et qui, construite tout en bois, a été malheureusement ravagée par un incendie en 1952. Mais les équipes de Port-Martin comptaient parmi eux des scientifiques qui avaient pour objectif de venir étudier les manchots empereurs, et ils avaient donc déjà repéré ce site de l'archipel de Pointe-Géologie, puisque c'est à quelques distances de là, sur le continent, que viennent se reproduire les manchots empereurs d'une des colonies qui est étudiée depuis le plus longtemps, finalement, de celle de l'Antarctique. Alors, le manchot, c'est vraiment le marqueur de la station du Mont d'Urville, puisque outre ces manchots empereurs qui viennent se reproduire sur le continent, la station est elle-même installée en plein cœur d'une manchotière de Manchot Adélie. Manchot Adélie qui accueille donc pendant l'été une petite centaine de personnes, scientifiques comme techniciens, comme logisticiens, et qui sont réduits au nombre d'une vingtaine, à peu près 25 pendant l'hiver, pour la maintenance de la station et la poursuite des études scientifiques. Du Mont d'Urville, c'est à peu près 5000 m² de bâtiments. Alors, bien entendu, des lieux de vie, des dortoirs, des bureaux, un réfectoire, etc. Et puis, des locaux techniques pour faire fonctionner la station et des laboratoires. Les laboratoires accueillent des études très diverses, des études de la biodiversité, alors notamment sous-marine, hein, ces études qui s'intéressent aux profondeurs de l'océan austral, mais également des recherches sur l'observation de l'atmosphère, d'observation de la calotte glaciaire ou de la géophysique de notre planète. La station du Mont d'Urville, elle est ravitaillée par l'Astrolabe, qui est ce navire brise-glace qui a été inauguré en 2016 à la suite de son prédécesseur qui portait déjà le même nom, l'Astrolabe. Et ce nouveau navire, c'est le fruit d'un partenariat entre, d'une part, la Marine nationale et d'autre part, les Terres australes et antarctiques françaises et l'Institut polaire. Alors, outre son intérêt pour la recherche scientifique, du Mont d'Urville, c'est également la porte d'entrée pour la seconde station, la station Concordia, qui se situe à l'intérieur du plateau antarctique et qui est ravitaillée depuis les installations de Robert Guillard, donc qui sont installées sur le continent, mais à proximité du Mont d'Urville. Donc, Concordia, c'est cette station à la silhouette reconnaissable, hein, c'est deux tours plantées au milieu de nulle part, en plein milieu d'un désert de glace. C'est la plus récente des stations. Sa construction a débuté dans les années 80 et puis elle a été ouverte à l'hivernage, donc pour une année complète à partir de 2005. C'est l'une des 3 seules stations qui sont installées à l'intérieur du continent antarctique, avec la station russe Vostok et la station américaine Amundsen Scott. Et c'est la seule, c'est un cas unique de ce type de coopération, puisque c'est la seule station antarctique à être opérée conjointement par 2 nations, en l'occurrence la France et l'Italie, puisque nous opérons cette station avec nos homologues italiens du PNRA, le Programma Nazionale di Ricerca in Antartide.
Alors, la station Concordia, on y accède par avion, par différents types d'avions, qui à nouveau illustrent bien les partenariats internationaux qui peuvent se nouer à des fins scientifiques en Antarctique, puisque les vols sont gérés, alors pour la station Concordia par les Italiens, mais également en partenariat avec nos homologues australiens et ou néo-zélandais. Donc, si l'acheminement du personnel se fait par avion, l'acheminement du matériel, lui, se fait par ce qu'on appelle le RAID. Alors, un RAID, c'est ce qu'on peut percevoir sur cette photo prise Il vous reste 5 de minutes. très loin. Très bien. Donc, sur cette photo prise de très loin et de très haut, c'est un convoi alors dirigé par des dameuses de tracteurs sur chenilles qui tirent eux-mêmes des charges sur traîneau. Alors, des charges, ça peut être des conteneurs, des cuves frioul et puis évidemment des caravanes qui permettent de vivre au cœur de ce convoi. Ce convoi, il rallie Dumont d'Urville et Concordia au rythme de 3 à 4 fois par an. C'est l'unique moyen d'acheminer une grosse quantité de matériel d'un coup à la station et notamment les grosses quantités de carburant que la station nécessite pour fonctionner. Et ça prend à peu près une dizaine de jours pour rallier donc, les installations de Cap Prud'homme à celles de Concordia. Concordia, c'est une station qui a été installée sur le dôme C, pas par hasard. L'intérêt du site avait été démontré pour des études de glaciologie. Et c'est donc notamment sur ce site-là qu'ont été faites les carottes de glace, dont l'étude a permis la découverte des variations de concentration de dioxyde de carbone atmosphérique sur ces 800 000 dernières années et donc la constatation des phénomènes de réchauffement climatique sur ces années-là. Et aujourd'hui, on essaye à nouveau d'observer le climat de la planète encore plus loin, puisque s'effectue actuellement, alors à quelques distances de Concordia, à une cinquantaine de kilomètres, un nouveau forage qui s'appelle Beyond Epica Oldest Ice, et dont l'objectif serait cette fois de pouvoir remonter à 1,5 million d'années dans le passé. Donc, c'est assez extraordinaire de voir cette science se faire. C'est vrai pour la glaciologie, c'est vrai pour d'autres disciplines. Hein. Concordia a des caractéristiques qui intéressent d'autres disciplines des sciences de l'univers. Je pense notamment au géomagnétisme et à la sismologie, puisque un site tellement isolé dans l'Antarctique, c'est évidemment un point fondamental dans le maillage des réseaux d'observation de la planète. 2 minutes. Et c'est le cas aussi, alors, un intérêt donc, pour l'astronomie, pour la physico-chimie de l'atmosphère, comme beaucoup de nos stations, et même de biomédecine, puisque notamment l'ESA, l'Agence spatiale européenne, trouve un hivernage comme étant assez similaire à l'expérience d'une mission spatiale. Et donc, on mène à Concordia des études qui s'intéressent à constater de comment est-ce que les hivernants, comment est-ce que, à la fois d'un point de vue physique et d'un point de vue mental, on s'adapte pour vivre confiné dans un espace restreint où les conditions climatiques extérieures limitent en plein hiver très fortement la sortie. On voit là sur les températures que je vous ai précisées. En hiver, les températures moyennes à Concordia tournent autour des moins 63 degrés Celsius, mais on a enregistré des records qui frôlent plutôt les moins 80 degrés. Donc, où finalement, une sortie à l'extérieur pourrait presque s'apparenter à une sortie dans l'espace. Et donc, c'est sur ces derniers mots qui nous emmènent sur l'exploration de terres extraterrestres qui ne sont pas les terres polaires dont je viens de vous parler que je vais rendre la parole. Merci beaucoup. Merci à vous.